Est-ce que du fait de la transition du marché européen vers les véhicules électriques, les constructeurs historiques vont disparaître? Est-ce que les marques chinoises vont s'imposer en force sur le marché européen? On ne va pas spécialement répondre définitivement à ces questions aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir. Et pour alimenter cette réflexion, j'aimerais qu'on se concentre sur deux modèles qui illustrent bien chaque côté de cette proposition. Avec d'une part la Renault Zoé, une voiture électrique très connue en Europe qui a souvent été la meilleure vente sur le continent. Pas une excellente voiture, mais qui est très homogène et c'est pour ça, je pense, qu'elle se vend bien. Et du côté chinois, je pense à la MG ZS EV, la toute dernière, récemment mise à jour, avec notamment une nouvelle version, grande autonomie, avec une batterie de 70 kWh. Du côté de la Zoé, on n'a que 50 kWh et 395 km d'autonomie homologuée WLTP. Et du côté MG, donc le groupe chinois SAIC, on a 440 km d'autonomie homologuée sur cette version grande autonomie. Alors je ne souhaite pas parler de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme dans cette réflexion, puisque le but justement, c'est de voir qu'est-ce qui existe sur le marché qui puisse offrir une bonne autonomie, une bonne polyvalence, qui soit électrique, tout en étant nettement moins cher qu'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Lorsque je vous avais présenté ce qui était selon moi les meilleurs rapports prix-autonomie en début d'année, je vous avais parlé justement de la Renault Zoé ZE50 qui me paraissait être très polyvalente par rapport au prix auquel elle est proposée. Le prix catalogue de la Renault Zoé peut paraître élevé, mais vu que c'est une voiture qui est quand même très bien vendue, le réseau Renault consent à faire des remises assez importantes. C'est pas spécialement difficile de négocier 4 ou 5 000 euros sur une Renault Zoé. Et si vous ajoutez ça au bonus écologique, à minima, vous pouvez obtenir vraiment un très bon prix pour une Zoé très bien équipée. Et ça, c'est sans parler même des primes à la conversion ou des aides régionales diverses. Je ne parle pas spécialement de ces aides puisqu'elles ne concernent pas tout le monde. Tandis que le bonus écologique, c'est vraiment pour tout le monde. Donc c'est assez intéressant. D'un côté, vous avez une berline moyenne du style Clio avec une autonomie homologuée de quasiment 400 km qui consomme pas beaucoup, donc qui peut facilement atteindre cette autonomie sur le réseau secondaire lorsqu'il ne fait pas trop froid. Et de l'autre, vous avez un véhicule qui est un peu plus imposant, qui est quand même plus spacieux, avec plus de place. C'est, on va dire, l'effet SUV de l'AMG, qui va avoir une autonomie un petit peu plus importante, en tout cas à l'homologation. Une capacité de batterie nettement plus importante, à 70 kWh au lieu de 50 kWh. Mais en contrepartie de ça, une consommation réelle très importante. J'ai roulé un petit peu avec le modèle de la concession pas loin de chez moi. Et sur vraiment une toute petite boucle, pas très vite, j'ai été à 23 kWh au 100 km. Pour une vitesse moyenne de 30 km/h. Donc j'étais vraiment en urbain, routier, pas le scénario le plus défavorable pour la voiture. Hormis le froid, bien sûr. Et je pense que SAIC a très bien positionné son produit là, avec la mise à jour du MG ZS EV avec la grosse batterie. On a deux capacités de batterie, dont la nouvelle grande autonomie à 70 kWh, homologuée pour 440 km. On a deux niveaux de puissance moteur. Étrangement, c'est le niveau qui a le plus d'autonomie qui a la puissance la plus faible. On est autour de 150 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un usage au quotidien. On a deux niveaux de finition. Le premier assure l'essentiel, mais a quand même quelques lacunes. Je pense notamment à l'absence des essuie-glaces automatiques ou deux, trois petits gadgets bien pratiques comme celui-là. Et on a le niveau Luxury qui apporte tout l'essentiel avec la charge à induction, les fameux essuie-glaces automatiques et tout un tas d'options intéressantes, mais aussi un petit peu de superflu comme les sièges électriques, le toit vitré panoramique et d'autres options de ce style. Avec cette mise à jour, MG propose désormais un chargeur embarqué triphasé de série sur la batterie la plus importante. Donc on sera à 11 kW, là où la petite batterie et les modèles précédents se limitaient à 6,6 kW. Je vous l'ai déjà répété dans pas mal de vidéos, c'est toujours important de pouvoir se charger à la puissance la plus élevée possible, que ce soit en courant alternatif ou en courant continu. En courant continu, la version grande autonomie qui nous intéresse accepte jusqu'à 92 kW de puissance. MG communique des temps de charge en courant continu qui seraient de 30 minutes entre 30 et 80% de batterie et 40 minutes entre 5 et 80% de batterie. Ça donne un ordre d'idée de la pause que vous aurez à faire sur une borne autoroutière.
Donc déjà que sur le papier, l'offre est très intéressante, mais une fois qu'on voit la voiture en vrai et qu'on monte derrière le volant, on se rend compte que c'est d'autant plus intéressant puisqu'on n'est absolument pas sur un sous-produit. La voiture est devenue un peu plus jolie, je trouve, avec la nouvelle version, avec pare-choc entièrement peint, y compris la calandre un peu à la façon du Hyundai Kona. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé la trappe de recharge sous le logo. Ça aurait été beaucoup plus élégant à mon goût. Le design global de la voiture est pas extravagant, hein, mais il est quand même suffisamment réussi pour être intéressant. Et en tout cas largement suffisant par rapport aux prétentions qu'a la voiture. Et ce que je retiens de la conduite de cette voiture, bon, d'une part, c'est que le volant n'est pas réglable en profondeur, ce qui est quand même vraiment dommage. C'est un détail qui trahit bien, je pense, l'esprit quasi low cost de la voiture. Je mets quasi, puisque pour le reste, je pense qu'on est sur une voiture tout à fait normale. Et à part ce petit défaut d'ergonomie, à la conduite, on a vraiment quelque chose de tout à fait acceptable. C'est fait pour se déplacer au quotidien en ayant de la place et un minimum de confort. Et la voiture rend une parfaite copie par rapport à ça. Quand j'avais essayé la Zoé, j'avais été très marqué par la raideur des suspensions, alors que la version que j'avais essayée était en 16 pouces. Et c'était moins confortable qu'une Twingo en pneu taille basse en 16 pouces aussi. Et sur la MG, on n'a pas du tout ça. On a vraiment une voiture qui se comporte extrêmement bien sur les trous et les bosses de nos routes si mal entretenues parfois. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le plus intéressant dans tout ça, c'est bien évidemment le prix. Et comme les Japonais et les Coréens avant eux, les Chinois ne cherchent pas à casser les prix sur les petites voitures qui ne font pas de marge. Ils cherchent plutôt à attraper le milieu de gamme, hein, qu'on peut vendre quand même à un prix relativement élevé, tout en pouvant en apporter plus et se distinguer de la concurrence. Pour une version luxury, grande autonomie, c'est-à-dire avec la grosse batterie qui vous offrira jusqu'à 440 km d'autonomie homologuée, pour cette version-là, avec la remise et le bonus écologique, vous atteignez un prix de 29 500 € avec tous les câbles inclus. En tout cas, chez le concessionnaire chez qui je suis allé. 29 500 €, on est quand même pas beaucoup plus cher qu'une Zoé. À noter aussi que MG a copié la bonne idée de Kia en ce qui concerne la garantie. On est sur 7 ans, 150 000 km. Ça, c'est pas mal pour rassurer les acheteurs lorsqu'on est nouveau entrant sur le marché. Un autre avantage d'MG, c'est aussi son réseau de concessionnaires. SAIC a vraiment mis les bouchées doubles pour recruter des concessionnaires et vraiment montrer quelles sont les voitures au plus près des clients européens, chose que ne font pas spécialement d'autres groupes chinois ou même Tesla. Voire même un groupe européen comme Stellantis veut vraiment réduire la voilure sur les concessionnaires pour maîtriser ses coûts. C'est peut-être pas exclu que votre concessionnaire Opel, d'ici 2-3 ans, se transforme en concessionnaire MG. On peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on prend une voiture issue d'un constructeur français, européen historique, ou autant tenter ce que nous proposent les Chinois. Entendons-nous bien, hein, pour moi les deux voitures sont très très bien par rapport au prix auquel elles sont proposées. La MG proposera un peu plus de place, un peu plus d'équipement et une batterie un peu plus importante pour un peu plus cher. Donc l'un dans l'autre, elle écrase pas complètement la Zoé en termes de valeur apportée, en tout cas selon moi. Et je ne vais pas dire non plus que d'un côté on a une Zoé qui est pleine de défauts et de l'autre on a une MG, une voiture chinoise qui est absolument impeccable et parfaite en tout point. C'est pas le cas non plus. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour moi le gros point noir de la MG, c'est sa consommation qui est quand même très importante. Et malgré le fait qu'on embarque une batterie très importante au niveau de sa capacité, si on a une consommation qui est absolument astronomique et qu'on atteint sans trop de difficulté les 30 kWh au 100 sur autoroute, eh ben on perd vraiment une grosse partie de l'avantage qu'on avait initialement avec une grosse capacité de batterie. Voilà. Ce que je voudrais qu'on retienne de cette réflexion que j'ai aujourd'hui par rapport à cette MG, c'est qu'elle arrive à un prix vraiment canon par rapport aux prestations qu'elle apporte, mais elle est absolument pas parfaite. C'est une voiture qui consomme beaucoup, c'est une voiture qui n'a pas de pompe à chaleur. C'est vraiment loin d'être la meilleure voiture électrique possible. Ça reste une très bonne offre et je pense que beaucoup de clients seront très contents de cette voiture s'ils l'achètent, mais c'est pas du tout la meilleure. Et là où je veux en venir, c'est par rapport aux questions que je posais au début. C'est est-ce que les marques européennes vont disparaître du fait de la supériorité des constructeurs chinois? Pour le moment, j'ai envie de dire non, mais il va falloir quand même qu'il y ait une meilleure offre en face à proposer. Parce qu'MG arrive là début 2022 avec cette version
qui a 70 kWh de capacité de batterie et toutes les prestations que je vous ai mentionnées. Renault est arrivé sur le marché en 2013. Il y a 9 ans de différence entre ces deux voitures. Bon, bien sûr, la Zoé 50 kWh de batterie ne date pas de 2013, mais pour le reste de la voiture, on a une conception qui remonte à bientôt 10 ans. C'est surtout que quand je vois le niveau de la MG tel qu'il est aujourd'hui, je me dis qu'il aurait été pas spécialement difficile pour Renault durant ces 9 ou 10 dernières années d'apporter sur le marché un véhicule qui soit un peu mieux et un peu plus spacieux que la Zoé Z250 qu'on connaît aujourd'hui, pour un petit peu plus cher et un petit peu plus d'autonomie. La différence, tant en taille qu'en autonomie ou même en capacité de batterie, ne se joue pas finalement à grand chose entre les deux voitures. Mais Renault a préféré surinvestir dans la nouvelle plateforme et la nouvelle Mégane et la proposer à un prix beaucoup trop cher. Et le risque pour les constructeurs comme Renault et les constructeurs historiques européens, c'est de penser que les Chinois vont se limiter à ce genre de petites voitures pas trop chères qui rapportent entre guillemets pas grand chose. Et loin s'en faut, parce que les Chinois, ils sont comme tout le monde, hein, ils veulent gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'une marque comme MG ou même d'autres marques chinoises peut-être un peu moins connues pour le moment, comme Airways ou CRS, s'attaquent directement à des segments de SUV moyens, voire assez gros, pour dégager de la marge, hein, tout simplement. Et vous voyez une voiture comme le MG Marvel Air, qui va être vendue à des prix quand même très importants, mais toujours moins cher que des équivalents européens, et ça va permettre à SAIC de gagner beaucoup d'argent, puisque les voitures sont vendues très cher, mais moins cher qu'un ID4 GTX par exemple. Dites-moi en commentaire si vous envisagez de passer à l'électrique ou de changer votre voiture pour une électrique. Est-ce que, par exemple, vous envisagez la Zoé ou la MG ZS? Ou alors, par exemple, est-ce que vous envisagez le Marvel Air ou un autre SUV électrique européen? Dites-moi ce que vous préférez entre la Chine et l'Europe et dites-moi pourquoi. Je serais très intéressé de le savoir. Ça va être, je pense, très intéressant de voir où les constructeurs chinois vont évoluer dans les 2-3 années qui viennent par rapport aux constructeurs historiques européens. Je pense qu'il y aura pas mal de mouvements sur le marché. En attendant de vous lire, je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.